Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de métaphysique, de scepticisme et du doute avec Descartes. Donc on va évoquer le pyrrhonisme, les tropes d'Agrippa et puis le cogito et le doute de Descartes. Le scepticisme donc de l'abolition sur le discours de l'être, c'est rapport à la métaphysique, parce que la métaphysique, c'est, on va dire, tout ce qui se rapporte à l'être. C'est un scepticisme dialectique. Enesidem Agrippa, soutenant le scepticisme des phénomènes, Sectus Empiricus, donc anti-métaphysique radicale. Je précise que je révise en même temps, donc je peux relire les phrases pour bien les intégrer. Donc on va dire que l'intention de ces notes de ce cours, le scepticisme de l'abolition, donc scepticisme, donc ça veut dire c'est un doute quand on est sceptique, on n'est pas sûr quoi. Doute de l'abolition sur le discours de l'être. Donc ce qui voudrait dire, je traduis en même temps mes notes, qu'il n'y aurait pas d'être, quoi, de notion d'être. Ouais, voilà, rapport à la métaphysique. C'est un scepticisme dialectique. Donc une dialectique, c'est, on va dire, une sorte de mouvement qui avance toujours en direction, on va dire, d'un but. Là, en l'occurrence, prouver qu'il ne peut pas avoir de discours sur l'être. Donc là, on va le visiter par rapport à Enesidem, Agrippa, soutenant le scepticisme donc, des phénomènes. Voilà, Sextus Empiricus, donc je répète, anti-métaphysique radicale. Alors, et ensuite, donc Descartes viendra quant à lui fonder la métaphysique par le doute. Il réfute le scepticisme de par son terrain le plus solide, principe du doute. Donc voilà, c'est un cours assez intéressant parce que finalement, d'un côté, on va voir le scepticisme concernant ce discours sur l'être, et de l'autre côté, on va dire l'antithèse de Descartes qui viendra fonder, et justement par le doute, par le scepticisme finalement, il viendra fonder sa métaphysique. Donc, alors, on va commencer par donc, le scepticisme contre la métaphysique. Donc, le pyrrhonisme et le scepticisme phénoméniste. Donc, le scepticisme de Pyrrhon d'Hélice, vers 360-275 avant Jésus-Christ, se distingue du scepticisme de Sectus Empiricus du succédant. Pyrrhon ruine radicalement l'ontologie, le discours sur l'être, non pas en l'opposant à l'apparence, mais en déniant la notion d'être. Car si l'être s'évanouit, comme le dit Marcel Conche, la notion d'apparence aussi. Nietzsche, un rapport complexe à Pyrrhon, mais il le dit d'ailleurs aussi dans le Crépuscule des idoles, en supprimant le vrai monde, on supprime l'apparent. Oui, parce que pour Nietzsche, la réalité, elle est dans l'apparence. C'est les apparences, ce sont les apparences. Donc, notion d'apparence absolue, évanouissement de l'éternité. Il n'y a pas de derrière les phénomènes. On peut dire qu'il n'y a pas de phénomène en soi. Il n'y a pas quelque chose d'autre derrière les phénomènes, parce que c'est beaucoup ça aussi, la philosophie, c'est qu'on va rechercher en fait les choses en soi, telle chose, qu'est-ce qu'elle est en soi. Depuis les Grecs, c'est comme ça, depuis Socrate, Platon, il y a toujours cette recherche de qu'est-ce que sont les choses en elles-mêmes, qu'est-ce qu'il y a voilà, derrière cette apparence, qu'est-ce qui fonctionne en fait derrière cette apparence.
Donc il n'y a pas de derrière les phénomènes, mais un épuisement des choses à apparaître. Donc apparemment, les choses s'épuisent à apparaître. Pyrrhonisme, c'est égal la non-différence dans les choses. Ce n'est pas plus ainsi qu'ainsi. L'idée de choses cachées n'a plus de sens. Pas d'apparence de ou pour. La religiosité advient là. Donc ça veut dire, voilà, ce qui n'est pas religieux advient, quoi. On peut dire ça comme ça. La religiosité advient. Alors, scepticisme de Sectus Empiricus, plus mesuré que le pyrrhonisme. Pas de refus métaphysique a priori sur la vérité, mais impossible d'atteindre la vérité. C'est-à-dire que voilà, alors on peut revenir dessus. Pour Pyrrhon, c'est il n'y a vraiment pas en fait de naître, d'être, donc de vérité. Donc c'est vraiment un refus total, radical. Tandis que Sextus Empiricus, c'est qu'en fait, il y a une impossibilité à atteindre cette vérité, mais il ne dit pas forcément finalement qu'elle n'existe pas. Donc l'opposition entre apparence et réalité est maintenue. Donc apparemment, voilà, pour Sextus Empiricus, il y a bien une opposition entre apparence et réalité. Donc elles ne se confondent pas. Scepticisme phénoméniste. Donc c'est égal la philosophie de la représentation animant même l'époque moderne, nous dit Conche. Subjectivisme, phénoménisme, empirisme, etc. et l'esprit de Sextus Empiricus. Le scepticisme phénoméniste perd en radicalité, mais gagne en argumentation. C'est un rationalisme, combattre le dogmatisme. La métaphysique n'est pas récusée, elle est combattue de l'intérieur. Cadre pas ruiné, mais le contenu est saccagé. Adversaire est pas ignoré, mais réduit au silence. Pyrrhon, c'est hors du cadre. C'est là aussi où c'est intéressant. Scepticisme phénoméniste, il est moins radical, mais plus destructeur encore. Pyrrhon est plus original. La métaphysique est la science de l'absolu. Est-elle rationnelle, conforme aux exigences de la raison? Peut-elle résister aux arguments sceptiques? Pensée de l'âge classique, nous dit Popkin, réponse à la crise pyrrhonienne. Trope, nous dit Marcel Conche, machine de guerre antidogmatique, combattant toute prétention à une connaissance métaphysique. Donc le réalisme. Les stoïciens théorisent un réalisme de la sensation entre la chose même et notre représentation. Conformité, ressemblance, reproduction, adéquation, affirmation du vrai. Si contradiction entre ma pensée et la réalité, erreur ou mensonge. Antistène, impossibilité du faux, soit deux interlocuteurs s'accordent ou pas. S'ils ne s'accordent pas de contradiction, c'est qu'ils parlent d'objets différents. Si le discours est vrai, il porte sur l'être. S'il est vide, il ne porte sur rien. Il ne peut donc être faux. Ontologie du vrai, car discours sur l'être. C'est ce que les tropes d'Énésidème vont combattre. Victor Brochard, qui est un commentateur donc, des sceptiques, nous dit Pyrrhon est sceptique première heure, scepticisme pratique. Agrippa et Énésidème, scepticisme dialectique. Sextus Empiricus, scepticisme empirique, dû à son alliance avec la médecine. Trope d'Énésidème, sensation, non critère de vérité.
trope d'Agrippa, on ne peut sortir du désaccord par une voie rationnelle. Aristote, catégorie, bon moi c'est des notes, hein, donc je me suis fait des petites flèches. Catégorie, on appelle ça des schèmes de prédication. Que peut-on dire et connaître du réel? Trope, trope c'est des anti-catégories. Donc les tropes d'Énésidème, il y en a 10. Critique radicale de la sensation comme critère de vérité. Possibilité que ce ne soit pas lui qui les ait créés, mais il les a inventoriés. Donc en premier, donc on parle d'Énésidème, hein, bien sûr. En premier, variété des animaux. Voilà. En deuxième, la différence entre les humains. Troisième, différentes constitutions des organes d'essence. Quatrième, circonstances extérieures. Cinquième, position, distance et lieu. Sixième, ce sont les mélanges. Septième, quantité et constitution des objets. Huitième, c'est le relatif. Neuvième, caractère continu ou rare des rencontres. Dixième, mode de vie, coutumes, lois, croyances, mythes et suppositions dogmatiques. Donc l'ordre est purement conventionnel. Réorganisation possible, nous dit Sextus Empiricus. Alors celui qui juge, donc ça va être les tropes de 1 à 4. L'objet qui est jugé, ça va être les tropes de 7 à 10. Et sujet et objet, 5, 6, 8 et 9. Piron, selon Marcel Conche, aurait rejeté cette bipartition entre sujet et objet. Tous ces tropes constituent finalement le trope fondamental du relatif, c'est-à-dire que tout est relatif. Il ne peut avoir de vérité puisqu'il n'y a que de la relativité. Les 4 premiers s'enchaînent parfaitement, chaque moment est décisif. Et l'argument suivant enchérit sur le précédent, impossibilité de dépasser l'apparence sensible, invalider le projet métaphysique. Le sujet, donc premier trope, c'est la variété des animaux. Animal, sujet de perception. Organes différents des nôtres. Comment pourrait-on dire que notre vision est plus conforme à la leur? Énésidème, configuration des organes différentes de la nôtre. Pour Vexkul, qui est un... voilà. Vexkul, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Bon, bref, pour Vexkul, actualiser, donc animaux, c'est des sujets de perception. Ce serait comme des bulles de savon, en fait. Donc, relativité de notre jugement et anéantissement à atteindre l'absolu. On ne pourrait rassembler ces caractères objectifs, on serait devant un chaos de la nature. Puis, possibilité de voir naître de nouvelles espèces. Autre argument à neutraliser, perspective humaine plus pertinente de rendre compte des perceptions animales. Non, l'exemple de la chauve-souris suffit car médiatisé par nos sens. Imagination et représentation plus qu'une réalité incontestable. L'homme serait ainsi le mesurant et le mesuré. Humain ayant la raison et l'animal, qu'est-ce qu'on en fait quoi? Les stoïciens convenaient que les chiens... c'est ça. Les stoïciens convenaient que les chiens pouvaient être dialecticiens. Et puis, qu'en est-il réellement de la raison humaine? Ne tient-elle pas de la bête? Les animaux aussi adaptent leur conduite, différence en degrés, mais pas en nature. On ne peut donc saisir la réalité, condamnée à l'anthropomorphisme. On ne peut accéder à ce que sont les choses en soi. Croyance d'une réalité accessible telle qu'elle apparaît pour quasi tous les esprits humains. Donc le deuxième trope, c'est les différences entre les hommes. Concernant donc cette soi-disant réalité apparaissant à tous les esprits humains, qu'en est-elle? Démophon, le serviteur d'Alexandre le Grand, se réchauffait à l'ombre et grelottait au soleil. Exception qui confirme à la règle, ou plutôt qui l'invalide. Donc ce qui engendre une non-universalité. Suivre l'opinion de la majorité, mais en quel lieu, quel temps? Et qu'en est-il de sa pérennité? Montaigne disait « Il y a plus de distance de tel homme à tel homme qu'il n'y a de tel homme à telle bête. » Troisième trope, différentes constitutions des organes des sens. Concédons que l'être humain accède à la réalité par la sensation, lequel de ses sens lui délivrera l'information.
Tous les sens délivrent des informations hétérogènes. Exemple de la pomme. Vue, couleur, nez, parfum, goût, acide. On ne sait ce que la pomme est en elle-même. Pour moi, elle est peut-être tout ça. Je l'ai mis entre parenthèses. Mais comme nous dit Sextus Empiricus, la pomme est susceptible d'avoir d'autres qualités, pouvant tomber sous d'autres organes d'essence que nous ne possédons pas. C'est intéressant. Quatrième trope, les circonstances. Et si les sens seraient à même de nous délivrer le réel, il est nécessaire de connaître les dispositions dans lesquelles nous nous trouvons. Temporalité qui joue sur les affects, les organes, notre disposition mentale. La Rochefoucauld nous dit qu'on est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres. Ça, c'est pas faux. Les sensations changent, on ne peut les fixer. La jalousie, par exemple, change notre disposition, change notre monde. Donc l'objet, donc là auparavant, c'était les tropes concernant le sujet. Et là, on passe à l'étude donc de l'objet. Alors le 7e trope, c'est les quantités. Partons du principe qu'un sens humain serait stable et qu'il nous permette d'accéder à la réalité. Qu'en est-il des quantités ? Nous savons que dans le domaine médical, un ingrédient soigne en petite quantité et tue à l'inverse en grande quantité. La quantité joue sur la qualité. 2 fois plus de la même chose ne produit pas la même chose 2 fois. Nous ne savons toujours pas ce que les choses sont. Et ça me fait penser par exemple au venin des serpents ou même aux vaccins par exemple qui sont créés avec par exemple les venins des serpents. Il y a des pays où les gens s'injectent des petites doses de venin de serpent pour en fait être immunisés. Et les venins de serpent, justement, sont préparés à partir de venins de serpent. Donc, 10e trope, oui, ou puis autrement, on peut penser, oui, voilà, aux médicaments aussi. Je sais pas, tu te prends un Doliprane, tu en prends 10, ça va pas faire la même chose, mais tout est pareil dans le... Je sais pas, dans le même domaine, que tu manges un hamburger ou que tu en manges 10, ça va pas être la même chose non plus. Bon, 10e trope, les modes de vie. On quitte la sensation pour se retourner vers l'âme morale. L'acculturation altère tout jugement, impossibilité d'atteindre une objectivité. De plus, les croyances changent au cours du temps. Les institutions inventent l'ordre et l'harmonie et que nous croyons être la réalité. Montaigne reprenait la formule de Pascal, qui se moquait de la prétention humaine à parler de nature humaine alors que ce n'était pas de la culture. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Blaise Pascal, en tant que croyant, y voyait la marque du péché originel et la vanité de l'homme à vouloir atteindre une nature perdue. Dès lors, tout devient sa nature. Montaigne nous parle de condition humaine et non nature. Il la pointe plus sereinement que Pascal. Il nous propose un décentrement, nuance le jugement. Un bon coup de fouet à la bêtise. Les lois de la conscience naissent de la coutume et non de la nature. Ce qui serait hors de coutume serait comme hors de raison. Ensuite, on passe donc au sujet, à l'étude du sujet et de l'objet. Donc, 5e trope, les positions, les distances et lieux. Pas de réalité indépendamment d'un point de vue. Pourtant, tout point de vue est particulier et change la perspective que j'ai de l'objet. Tout cela modifie son apparence et il est impossible de déterminer une réalité. Par exemple, 2 colonnes qui paraissent parallèles en les regardant de face, mais changent d'apparence quand je les regarde de biais. 6e trope, les mélanges. Exemple de la Rome de Brochard qui paraît... j'ai mis de la Rome, non de la rame. Je me suis dit oui, c'est pas cohérent. Donc, exemple de la rame de Brochard qui paraît brisée dans l'homme droite, dans l'eau, qui paraît brisée dans l'eau droite dehors. On ne peut séparer la rame du mélange, mais selon le mélange, elle apparaît différente. Donc, nous ne pouvons connaître la chose en soi. 8e trope, le relatif ou relation. Similaire au 6e, Brochard nous dit que les choses sont relatives aux autres choses dans un rapport de perception du sujet et de l'objet perçu. Toutes les choses paraissent relatives et pas sont, sinon nous rentrons dans un absolu.
Ainsi, on évite le renversement. Sextus Empiricus dit sont, mais veut dire paraissent. Les néo-académiques dogmatisent en affirmant ne rien savoir. Ils prétendent à une vérité. C'est une contradiction performative. Tandis que le néo-pyrrhonien ni nie ni affirme. Il se circonscrit lui-même. Il profère sans juger. Sextus l'illustre par 3 métaphores. La purgation médicale, remède régurgitant, expulsant. Le feu consume et se consume. L'homme qui grimpe avec une échelle ensuite la jette à son pied. L'action ne s'épargne elle-même. Elle évite au scepticisme son autodestruction. Les choses se reflètent dans les autres. Les sceptiques pyrrhoniens appellent ça relation, équation entre l'être et l'apparaître, non-différence entre elles. Dissolution de l'être, la chose en soi étant que son reflet. Certains héraclitéisme, voire court, donc l'accent, bon, ça j'ai noté pour moi forcément, voire court. L'accent n'est pas mis sur le logos, mais la dissolution et la mort. Ce trope résume tous les autres. Toutes les choses apparaissent relatives à tel animal, à tel humain, à tel sens, et cela selon telle circonstance, et à tel mode mélange, à telle composition, à telle quantité ou à telle position. 9e trope, la fréquence et l'exception. Caractère habituel ou exceptionnel des choses conditionne notre jugement. Par exemple, si nous avons de l'eau en abondance, cela aura beaucoup moins de valeur que si elle venait à nous manquer. Conclusion, la réalité des choses n'est que l'apparence, n'est que de l'apparence, n'est que de l'apparence. La réalité en soi de l'être nous est inaccessible. Alors voilà pour ces tropes donc d'Énésidème. Voilà, les 10 tropes d'Énésidème. Passons maintenant aux tropes d'Agrippa. Donc Agrippa qui est un logicien. Bon, alors après, ça c'est pour moi, mais je crois que, je sais pas, j'ai écouté un podcast l'autre jour. Je me demande si c'était pas un, je sais pas s'il n'était pas un grand empereur ou Agrippa. En tout cas, j'ai entendu son nom et j'ai fait le parallèle dans un podcast et je me suis dit, ah tiens, c'est pas lui qui aurait créé ces tropes. Bon, en même temps, ce serait pas forcément étonnant. Est-ce que... on va dire, les grands, quelque part, qui arrivent toujours un petit peu à faire passer des idées ou des idées qui restent, même qu'on étudie et tout, est-ce que c'est pas ceux-là même qui se mettent en avant, qui composent des gouvernements, qui sont bourgeois, voilà, qui sont d'une lignée, on va dire, qui les portent à finalement exporter leurs idées, quoi. Bon, bref, c'était une petite aparté. Donc, les tropes d'Agrippa, donc logicien, 5 arguments liés. Donc, c'est une toile d'araignée conceptuelle brisant le dogmatisme. Sextus Empiricus les présente ainsi. Alors, premier, part du désaccord. Deuxième, renvoyé à l'infini. Troisième, le relatif. Quatrième, l'hypothétique. Et cinquième, le diallèle. Donc, le désaccord. Le désaccord effectif au possible. Vrai aujourd'hui, faux avant. L'histoire de la science l'a démontré. N'est-il pas culturel? N'est-il pas propre à une disposition commune dont rien n'assume la pertinence? Bon, j'en reviens à l'histoire de la science parce que moi, je connais un petit peu, on va dire, l'histoire l'ayant étudiée, mais peut-être que vous qui m'écoutez aussi, on voit avec, on va dire, les révolutions coperniciennes avant les scientifiques de l'époque pensaient que que c'était la Terre, le point fixe de l'univers, voilà, que c'était la Terre, que le Soleil... Alors, vous voyez, là, j'ai peur de dire une connerie, parce qu'on va dire que je ne suis... Alors, moi, je ne suis pas du tout scientifique dans l'âme. Alors, bon, bref, on va dire qu'avant, c'était le système du géocentrisme. Hein, voilà, c'est que je crois que les choses devaient tourner peut-être autour de la Terre. Et finalement, après, ils se sont aperçus que c'était l'héliocentrisme, que les choses tournaient autour du Soleil, quoi, les choses, les planètes. Bon,
Bref. Alors, je sais plus parce que souvent, moi, j'inverse les sens. Je pourrais donner une excuse, ma dyslexie. Bon, en même temps, je n'ai pas fait du tout de, comment on dit, de recherche de dyslexie chez moi, mais j'ai remarqué que souvent, je peux inverser ça m'arrive d'inverser des notions scientifiques. Je me rappelle que je l'avais fait un devoir l'an dernier où j'ai inversé des notions scientifiques sur les carnivores et sur les herbivores sur leur régime alimentaire. Bon, alors vous voyez, je sais pas, j'inverse. Bon, en tout cas, là, ne vous inquiétez pas, je suis quand même bien référée avec mes notes. Donc là, ce que je vous dis, ça a du sens. Ça a du sens, c'est carré. Hein. Voilà. Donc, bref, donc l'histoire de la science l'a démontré. N'est-il pas donc culturel, n'est-il pas propre, donc on parle du désaccord, hein, n'est-il pas propre à une disposition commune dont rien n'assure la pertinence, etc. Impossibilité de sortir du désaccord. Comment veulent s'en sortir les dogmatiques? Ceux qui jugent et rêvent d'absolu, c'est ça, comme si il y aurait une vérité absolue. Donc, est-ce qu'on est condamné à la régression à l'infini, hein, donc démontrer, hein, déduire une thèse en s'appuyant sur une autre thèse, mais la première thèse peut être aussi l'objet d'un désaccord. Les sceptiques disent « prouve ta preuve ». Sans prémisse première assurée, toute démonstration échoue. Atteindre la vérité, c'est partir d'elle. Platon nous dit qu'on la possède déjà en nous, des vérités éternelles. On y accède par la réminiscence, ressouvenir. Comment arrêter cette régression ? Donc ce serait l'hypothèse qui permettrait d'arrêter la régression. S'en tenir à une proposition vraie, convention, mais pas véridique pour autant. Et l'unanimité n'est pas un critère de vérité, à part pour ceux qui sacralisent l'opinion. La beauté d'un mythe peut nous ensorceler, mais ne doit pas nous faire oublier les exigences de la rationalité. Les tropes d'Agrippa sont en ce sens d'un grand rationalisme, vraisemblablement contraire au scepticisme de Pyrrhon. On peut soutenir une hypothèse par un argument d'autorité. Auteur important, comme auréolé de respect, c'est sacraliser l'opinion. La diversité des opinions est plus saine qu'une référence unique. Galilée s'indigne de la netteté du discours du maître qui vaut plus que l'évidence de l'expérience. Aveuglément volontaire d'émission de notre intelligence. L'argument d'autorité enferme dans l'idolâtrie. Le charisme, l'âge, la réputation ne seront jamais des arguments fiables, à part pour les esprits faibles. Celui qui fait jouer cela démontre l'inconsistance de ses raisons. L'esprit du sceptique ne plie que devant les arguments, jamais devant des personnes. C'est son insoumission, il ne s'en laisse imposer. Le diallèle, l'hypothèse ne peut donc mettre fin à cette régression à l'infini, à part par l'argument d'autorité, mais contraire à la raison. Le diallèle est présupposer ce que l'on veut démontrer. La mineure est contenue dans la majeure du syllogisme. Exemple, tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. On commence le syllogisme avec une phrase qui démontrera la conclusion. Valider une proposition par elle-même, le baron de Munchausen qui se tire lui-même par les cheveux. Le mot ferait illusion. Il suffirait à expliquer à lui seul le phénomène. Genre, pour expliquer A, 3 réponses possibles, B, C, D, E. On sait que E n'est pas bon, donc il reste B, C, D. Mais n'y a-t-il pas plus de réponses encore, plus possible que B, C, D? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'y en a pas d'autres? Donc là où les réponses ne peuvent être ultimes, voilà, parfois les théories ont la folle prétention d'être le mesurant et le mesuré. Elles se définissent elles-mêmes vraies. Les sceptiques diraient « je n'ai pas accès à la vérité ». Montaigne dirait d'une manière plus mesurée « que sais-je ». Ce n'est pas parce qu'une règle est efficace un jour qu'elle le soit toujours et vraie d'autant plus. Par exemple, les lois qui sont établies en fonction d'observations serviront pour certains cas et d'autres, mais ne pourront en aucun cas être érigées comme universelles. La doctrine du finalisme n'est guère pertinente en soi, car elle commet un diallèle en enfermant la conclusion dans ses prémices. On la fait ressortir, la conclusion, on la sublime, mais nous n'avons rien démontré. Cela nous donne l'illusion d'avancer dans le raisonnement, alors que ce n'est qu'un tour de passe-passe.
Nietzsche nous dit que notre raison ne nous apprend rien de la réalité en soi, car nous avons nous-mêmes classifié des catégories par le langage. Mais Nietzsche, il dit tellement de choses, mais tellement intéressantes et tellement sensées. Des fois, c'est affolant quand on se dit que fin fou comme il a fini, quoi. Et on a même qui disent qui parlent beaucoup de la folie de Nietzsche. Mais moi, quand je lis ses écrits, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est pertinent, mais c'est tellement sensé, c'est même sursensé, tellement qu'il est sensé, quoi. Je me demande si c'est pas les autres qui sont à côté, quoi. Totalement, tel que quand Nietzsche y parle, voilà, bon, à part quand il parle dans Ainsi parlait Zarathustra, où, à vrai dire, je n'ai rien compris. Bon, alors après, est-ce que vraiment il était fou, hein, ça peut se discuter, parce que quand on lit ses écrits, voilà, alors autant il pouvait être, je sais pas si le mot c'est provocateur, mais incisif, mais voilà, autant pour moi il dit des choses, mais pour moi très justes, pour moi très vraies, quoi. J'adhère, quoi. J'adhère, voilà, j'adhère à des choses qu'il dit, hein. Je n'ai pas lu l'entièreté de ses œuvres, bien évidemment. Donc voilà, mais quand il fait des parallèles ou quand il fait des tacles et tout, je me dis, ah ouais, là, pas mal. Mais du coup, ouais, justement par rapport à ce langage, il dit souvent Nietzsche, hein, on crée des vérités, on a oublié qu'on en est les propres créateurs, quoi. Mais tellement, mais tellement, mais tellement, mais tellement. Mais du coup, donc Nietzsche, ben oui, après, voilà, peut-être que c'est vraiment sa syphilis qui l'a rendu fou. J'en sais rien. Moi, je me poserais un peu toujours la question sur, on va dire, la santé mentale de Nietzsche, mais est-ce que finalement les gens pas les plus fous, entre parenthèses, ou qu'on considère ainsi, ne sont pas les plus... qui ont une acuité vraiment parfaite, pas parfaite, mais vraiment acérée, quoi. Après, je sais pas si c'est la syphilis qui l'a fait se pendre au cou du cheval. Je sais pas du tout quand même. Est-ce que c'est pas pour d'autres raisons aussi? Franchement, pour d'autres raisons, je sais pas, comme une sorte de choc qui lui est revenu des années plus tard, j'en sais rien, une sorte de choc d'enfance qui s'est passé, puis à un âge, il s'est revenu, je sais pas, il a basculé. Franchement, j'en sais rien. Bon, bref, là, je m'égare un petit peu de mon cours, donc j'en reviens à mon cours. Donc, alors, voilà. Donc, nous en sommes les créateurs, hein, de ces vérités. Ce n'est nullement la nature qui en est l'auteur, exactement. Voilà, c'est pas la nature qui crée les vérités, hein. C'est ça, les hommes s'évertuent à trouver des vérités en soi, mais c'est vrai que, bon, là, pareil, je m'interroge. La nature, quand on voit comment ça fonctionne, la beauté, comment on peut être touché par les choses et tout ça, c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose derrière ça, derrière ces phénomènes. Voilà. Je pense pas qu'il y a que nous, il y aurait que nous qui sommes l'auteur de finalement de... Mais nous, on n'est pas auteur de la nature en soi, c'est la nature qui est notre auteur, finalement. Bon, alors du coup, je reviens à mon cours. Parce que moi, si je pars sur une idée, je peux vraiment la traiter dans tous les sens. Donc, il nous cite l'exemple du chameau que nous avons catégorisé en mammifère. Mais derrière ce thème, il n'a rien de vrai en soi. C'est une proposition vraie de valeur limitée que nous avons catégorisée. C'est un dialèle. Il n'y a rien d'universel dans cette proposition. Abstraction faite de l'homme, c'est un anthropomorphisme. C'est dans Nietzsche, vérité et mensonge au sens extramoral. Dialèle, donc c'est un déni de preuve. Plus il est long, plus il passe inaperçu. Donc le relatif.
Toute certitude est un obstacle à la vérité. La science avance en se réformant. Le doute mobilise la pensée. Trope d'Agrippa, trilemme, régression. Hypothèse, diallèle, désaccord, mise en œuvre. Le relatif les renforce. À supposer qu'on supprime le désaccord, il reste le relatif. Chose tenue pour vraie aujourd'hui, fausse demain. L'histoire joue en faveur du scepticisme. Le dogme le fige, la pensée, le doute la fait progresser. Le doute se nourrit du dogme temporairement, stimulant et libérateur à une époque, momifiant à une autre. Le trope du relatif renonce à l'absolu, il s'allège, respire. Renoncer à ses certitudes, libération intellectuelle. Suspendre la suspension du jugement demande plus de force que de céder à l'opinion. Les tropes d'Agrippa interdisent toute prétention à établir la vérité par la démonstration. On ne peut mettre un terme au désaccord que par une preuve qui doit être fondée. On ne peut fonder que par une hypothèse, pas de garantie du vrai, ou par un diallèle qui stoppe la régression, mais n'est qu'un subterfuge rhétorique. Le scepticisme nie la métaphysique. Il n'y a pas d'enquête sur l'être. Quiconque combat les tropes les confirme. Les tropes sceptiques empêchent toute possibilité de connaissance, mais nous pouvons opérer un renversement de la démonstration, car si les tropes montrent l'impossibilité de démontrer, mais par cette formule, les tropes sont capables de démonstration, puisqu'ils prouvent l'impossibilité de démontrer. En prouvant cette impossibilité, ils démontrent, ils figent une vérité. Et s'ils sont démonstratifs, ils peuvent là, à leur tour, être renversés. C'est le jeu du menteur et du sceptique qui ne s'épargne pas. Donc Sectus Empiricus dira habilement, quant à nous, nous ne disons pas qu'elle existe, plutôt qu'elle n'existe pas. La démonstration. Donc, conclusion donc sur le scepticisme, la seule réalité qui nous est accessible est le domaine de l'apparence. Il n'y a pas de réalité ontologique. Ontologique, ça veut dire sur l'être. Discours sur l'être, voilà. Ou de réalité de la réalité. L'être humain est poussé à vouloir dogmatiser, cela le rassure, peut-être. L'être humain serait dès lors naturellement malade intellectuellement car le doute est conforme aux exigences de la raison. Il nous délivre de l'arrogance d'affirmer. Mais à mon sens, n'en est-il pas une autre forme d'arrogance? J'ai mis entre parenthèses, ça c'est une réflexion personnelle. Bon, le sceptique brave l'incertitude par décision motivée. Il y en a qui ne jugent pas, mais c'est par indifférence ou mollesse. Le sceptique préfère vivre dans l'incertitude que dans l'illusion du savoir. Essayons de saisir l'être, il nous échappe. Cela dépasse nos capacités. Puis qu'est-ce que l'être? Réflexion personnelle. Montaigne nous dit qu'on n'a pas son accès, qu'on est toujours dans le naître et le mourir, car selon lui, rien n'est subsistant et permanent. Tout vient en être et n'est pas encore, et tout meurt avant d'être né. J'ai mis entre parenthèses glauque, n'est-ce pas? Mais en même temps, moi je trouve ça très beau aussi, et assez juste. La réalité de l'être qu'on donne est le reflet de notre imagination, espérance transférée. Quel est le but du scepticisme? Nous sortir de la prétention au vrai ou faux, au bien, au mal. Nous sortir de cette maladie naturelle de l'intelligence qui est d'affirmer. Nous avons cette tendance naturelle à dogmatiser sur tout. La connaissance, nos voisins, nos parents, nos collègues, les peuples d'autres cultures, d'autres époques. Affirmer, c'est entrer en discorde. J'ai fait une petite réflexion perso. Avec soi aussi, pas qu'avec l'autre. J'ai mis. Par la force parfois, mais la manière la plus civilisée est l'argumentation. Le but serait-il de terrasser l'autre? Mais quel autre? Réflexion perso encore. Le grand autre ou le simple autre, c'est-à-dire l'humain en face de soi, si ça se trouve, c'est toujours le grand autre, même chez l'autre être humain différent de soi, c'est-à-dire une autre personne, une autre identité corporelle. Alors, parce que moi, je suis des fois dans le lacanisme, on va dire, et beaucoup dans les références un peu psychanalytiques, donc l'autre, qui c'est l'autre? C'est vrai qui c'est cet autre? L'inconscient, qui est cet autre? De qui parle-t-on? Bon, alors revenons à ma conclusion. Donc le dogmatique veut annihiler les esprits ou les faisant taire, quoi. La conclusion des notes de mon cours, je précise. Donc le dogmatique veut annihiler les esprits
esprits ou les faisant taire. Réflexion perso, cette phrase est empreinte de dogmatisme. Le sceptique serait un sage. Frédéric Kossuta nous dit que le sceptique refuse de s'abandonner au dogmatisme et la versatilité incessante des changements d'opinion. Il combat les attitudes contre la tolérance. Oui, réflexion perso, la tolérance va dans les deux sens, non? Ou bien il y a des choses qui sont intolérables et dès lors on tombe dans l'opinion. Point d'exclamation. Alors, le sceptique ne serait pas un lâche. Mais qui est-il? Mais qui est-il? J'ai mis, mais qui est-il? Alors, réflexion perso, le sceptique ne serait pas un lâche. Alors, c'est vrai, qui est-il? Seule la tyrannie est à ses yeux intolérable. Le sceptique ne veut rien imposer. Peace. Il veut nous purger de la tentation de juger. Seule la suspension du jugement assure la tranquillité de l'âme. Affirmer est parfois plus dangereux que renoncer. On présente... oui, c'est vrai. Et puis des fois, on peut affirmer des choses et puis après, on va réfléchir dessus et on va se dire, bon, réfléchis dessus, voilà. Bon, après, comment on dit, on peut évoluer. On peut ne pas être figé dans ses affirmations. C'est sûr que si on tient des convictions dures comme fer et tout, difficile de revenir en arrière, hein. Après, hein. Voilà. Bon, même si je pense qu'il y a quand même peut-être des choses qui nous constituent dans nos sortes de pseudo-convictions, je vais dire. Bon, bref, on présente le sceptique, mais oui, on peut se cacher derrière le renoncement. On va dire c'est plus tranquille quelquefois, mais des fois, non, on peut aller au combat et puis défendre ses idées, carrément. Carrément, je suis d'accord, et pas se faire écraser par des idées, des grandeurs des autres. Ouais, non, il faut les faire taire aussi des fois. Bon, bref. Donc, on présente le sceptique parfois comme un être inquiet. Au contraire, il regarde les choses d'un air amusé. Ceux qui, au prix de nombreux efforts, veulent atteindre la vérité, ils atteignent une vague, mais une autre viendra la balayer. Tellement. C'est un moment sans fin. Les dogmatiques sont galvanisés par le dernier arrivé dans l'histoire, celui qui enfin saura la vérité. Je crois qu'on est tous comme ça, hein. On a tous une quête de savoir, mais pourquoi? Mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je souffre? Pourquoi je suis comme ça? On veut savoir, on dirait comme s'il y a vraiment une sorte de vérité, même une vérité. Mais je crois que c'est moins une vérité, on va dire, universelle, plus qu'une vérité personnelle, j'ai envie de dire. Mais voilà. Après, si j'en reviens à la philosophie, peut-être que des fois, on va dire le singulier et l'objectif, ouais, l'objectivité et la singularité sont bien liés. Même le langage, nous dit Montaigne, est inapproprié à rendre compte de l'intention sceptique du pyrrhonisme. Le langage tend à affirmer ce que l'intention sceptique veut, c'est évanouir la certitude. Montaigne nous enjoint un « que sais-je » et pas un « je ne sais rien ». Donc, la métaphysique contre le scepticisme. Maintenant, on va passer donc à la deuxième partie, donc sur Descartes. Voilà, c'est intéressant aussi. Donc, la métaphysique contre le scepticisme, fondement sur le doute. Le sujet humain est un être difficilement stable. Il est difficile d'y fonder un jugement constant et uniforme, nous dit Montaigne. Descartes y répond toutefois particulièrement bien. Il ne se place pas à l'extérieur de l'être, mais dans son intérieur. Nous allons étudier les méditations métaphysiques par les 4 principes racines de la philosophie première. Premier principe, le doute. Stratégie. Tout accorder au sceptique et au doute. Il surenchérit sur le doute. Ainsi, accordant plus à l'adversaire, il s'en trouvera terrassé. C'est de la puissance théorique. Le scepticisme des anciens n'a plus rien de vivant. Descartes nous dit que le doute est une maladie, tandis que chez les sceptiques, c'est le jugement qui en est une. Le scepticisme serait pour lui plus de la superstition que du rationalisme.
Les doutes faisant peur aux sceptiques selon Descartes sont pour lui que des fantômes et qu'il faut se tenir droit devant eux sans en avoir peur. Le doute est un fondement. Descartes fonde ou entend fonder sur ce doute la connaissance de Dieu, de l'homme et de toutes les choses qui existent dans le monde. Connaissance métaphysique émanant de ce doute universel. C'est le point fixe et immobile. Il est plus que la métaphysique. Il est le sol où s'enracinent les racines de la métaphysique, nous dit Jean-Marie Bessade. L'ambition de Descartes est de fonder la science et les conditions de toute certitude. Donc il lui faut réfuter l'argument même des sceptiques d'invalider la connaissance. Le doute radical. Donc compter que sur ses propres forces de jugement, démarche de vérité, ne pas en rester aux arguments d'autorité. Même si c'est Descartes qui écrit le livre et en fait l'expérience, tout lecteur en tant que sujet peut faire de même. Ce n'est pas un voyage psychologique lié à la subjectivité de la personne. C'est retrouver en nous des vérités implicites en les considérant avec attention pour les découvrir. Détruire toutes les opinions, radicalité extrême. Tout, même la métaphysique, enfin ce qu'elle a pu édifier. Ce qui est extérieur à nous doit nous devenir étranger pour nous réapproprier ce que nous savons. Détruire les anciennes croyances dès qu'elles ne sont pas absolument pas évidentes. Douteux en droit qui intéresse Descartes, mais pas en fait. Donc, 3 arguments successifs. Les erreurs des sens. Donc, la source de l'erreur n'est pas dans le sens même, mais dans nos facultés. Interprétation précipitée. Cependant, quand Büchner nous dit que l'argument de Descartes vaut pour les perceptions des sens en général, mais échoue devant une évidence sensible. Mais cette évidence sensible peut être discutable. L'argument de la folie. Argument induit et aussitôt mis de côté. Descartes se demande s'il serait un fou qui ignore sa folie. En un sens, le monde n'aurait pas de réalité propre. Un autre argument survient suite à cela, l'argument du rêve. Argument plus puissant que celui de la folie, car quelquefois nos représentations sont identiques. Plus fou que ce fou qui veille. De plus, la représentation imaginaire tient quelque chose de la réalité. Par exemple, la couleur ne peut être inventée. L'imagination peut associer des choses, mais pas les créer. Elle peut créer de nouvelles formes, mais des éléments restent certains. Le particulier est suspendu. Il reste le général. L'étendue, la quantité, la grandeur, le nombre, le lieu, le temps résistent à l'argument du rêve, comme les vérités mathématiques selon Descartes. 2 et 2 font 4, qui résistent aussi à l'erreur des sens. L'argument du Dieu trompeur et du malin génie. Nous sommes toujours dans la première méditation. Le doute triomphe des sens, donc par l'argument l'erreur des sens, et de l'évidence sensible et des choses particulières par l'argument du rêve. Première méditation, suspension du jugement. Moment des sceptiques qui invalident la puissance de la raison, au contraire chez Descartes, puissance de la raison qui ne cède pas aux séductions de vérité. Rose du grand trompeur. Pas rose, ruse. J'ai pu lire rose parce que les roses, ça a des épines. Bon, bref, c'est les ruses du grand trompeur. Déjà, il faut dire que pour Descartes, Dieu établit les lois de la nature à sa guise, liberté totale. Il n'y a pas de nécessité aux règles immuables. Il y a la toute-puissance qui reste dans ce Dieu trompeur. La bonté est amputée. Le credo serait « puis-je être assuré des choses que je tiens sûres, même les vérités mathématiques ?» C'est une sorte d'extravagance hyperbolique. Il se peut que Dieu nous trompe quand nous faisons l'addition de 2 plus 2 et que nous croyons que cela fait 4. Les choses particulières étaient douteuses, maintenant ce sont les plus simples. Première opinion affirme la toute-puissance de Dieu, mais c'est un Dieu bon qui accepte que je me trompe parfois. Mais sa puissance peut faire que je me trompe toujours. Il faut lever ce doute, les rendre impossibles. C'est le fondement par excellence de la métaphysique et la condition de fonder une science humaine véritable. Oui, c'était l'ambition de Descartes. Ce Dieu trompeur doit être réfuté, il crée la vigilance de l'esprit. Le malin génie permet de maintenir l'esprit en éveil. Méthodologie. Le malin génie ne fait pas tomber les vérités mathématiques, par contre, il emploie tout son art à tromper le sujet quand il croit atteindre le vrai. Le malin génie n'a pas la toute-puissance de Dieu, il est fini comme le sujet humain. La méditation première, par ses doutes, ravage tout sur son passage. Pas de connaissance accessible, pas de vérité ultime. Toute négative dans ses résultats, cette raison, mais toute puissante et positive dans son indépendance. Résister au grand trompeur qui est rusé et méchant.
Ne faut-il pas être soi-même aussi rusé et puissant? Réflexion, perso, j'ai mis malin aussi. Ce grand trompeur ne pourra rien imposer. Descartes est donc allé loin dans le doute. Deuxième principe, le cogito. Méditation seconde résume acquis de la première. Presque à dire que le savoir est impossible de façon dramaturge. Descartes relève le défi du scepticisme de l'intérieur. Si je doute, c'est que j'existe. Ce je n'existe pas comme un corps, on l'a vu avec l'argument du rêve. Je, c'est égal à l'activité de pensée. Je suis, j'existe. Impossible à réfuter. Instant présent et non mémorisation. On supprime le sujet, il n'y a plus de pensée. Même le malin génie ne peut réfuter cela. Même si je dis que je ne pense pas, je pense. Ce n'est pas une déduction, mais une chose connue de soi. Ce n'est pas un syllogisme. Penser, c'est une présence, une évidence. Ce n'est pas d'abord raisonner. C'est une intuition. Guénancia nous dit que les méditations les plus importantes de Descartes se font sans raisonnement, mais pas sans raison. C'est la connaissance de soi, antériorité épistémologique de l'âme sur le corps. La chose pensante doute, conçoit, affirme, nie, veut, ne veut pas, imagine, sent. Le doute reconduit en méditation troisième est le principe de la métaphysique où tout commence et recommence. Méditation seconde, douter, c'est exister. Vérité brute, autologiquement parlant, idée claire et distincte. La connaissance de l'âme vient en premier. Ensuite vient le corps. C'est une épistémologie. Troisième principe, la règle générale. Sortir de l'ego du cogito, que je sais véritable sans risquer de compromettre la certitude. Si le cogito est véritable, il faut une règle en amont déjà valide, assimiler l'évidence à la vérité. Par exemple, si une seule raison, ou plutôt idée évidente, s'avérait fausse, la citadelle du cogito tomberait. Évidence égale claire et distincte. C'est une règle a priori. Toutes les choses que nous concevons fort clairement et distinctement sont toutes vraies. C'est une règle épistémologique, un axiome. Le cogito est un principe autologique, il pose un être. Ces deux principes sont étroitement liés. Le Dieu trompeur. La méditation troisième réengage l'incertitude. Le feu, le flux et le reflux du doute. Stimulant et vivifiant principe de la métaphysique. Sans cela, nous ne pourrions établir les vérités. Idées claires et distinctes, comme les mathématiques sont vraies. Il faut déterminer si Dieu peut être trompeur ou non. C'est le dernier principe, sans cela, la règle générale peut être invalidée. Quatrième principe, l'idée de Dieu, moment crucial qui détermine toute la métaphysique de Descartes. On achève la philosophie première de Descartes par le moment, trouver une marque dans le sujet qui ne vienne pas de la chose pensante. Jusqu'ici, il n'y avait que de la finitude, chose pensante. Disons que l'idée est une représentation, une image des choses, mais il n'y a pas de garantie de conformité. Pour Descartes, Dieu a plus de réalité. L'idée de Dieu, réalité objective, que les substances finies qui lui sont représentées. C'est l'intuition originelle de Descartes. Dieu, donnée immédiate de la conscience comme le cogito, mais plus claire et plus distincte. La substance finie ne peut créer l'infini. Le fini ne peut créer l'infini, en d'autres termes. C'est pour cela que l'infini vient en premier. Seul Dieu peut être la cause de l'idée de Dieu. Le principe, cette idée est intéressante quand même chez Descartes, c'est à souligner. Le principe de causalité, cinquième principe. Serait-ce le cinquième principe? Point d'interrogation. Dieu, quatrième principe, venant pourtant en tout premier. Toutes nos idées claires sont vraies. Garant du troisième principe, garant du deuxième, cogito, institué par le premier de doute. Conclusion, condamné au diallèle. Est-ce que nous sommes condamnés au diallèle? Descartes pose des prémices, notamment celles de Dieu créateur, avec lesquelles il conclut sa démonstration. Les évidences de Descartes qu'il découvre ne sont sûrement pas des vérités. L'existence de Dieu de Descartes fonde, mais n'est pas fondée véritablement. Voilà on va dire, ce petit cours à partir de mes notes, quoi, ce petit cours. Pas un cours, mais on va dire cette prise de notes. Voilà, cette prise de notes sur les tropes d'Énésidème, d'Agrippa et sur donc le doute de Descartes.
À bientôt.